éditions. Et puis la Ligue des écoles coraniques du Sénégal, section Touba, qui déclare que la politique d'implantation des daras modernes au Sénégal a été un désastre et de surcroît politisé par le régime d'Abdoulaye Wade. Ces maîtres coraniques considèrent en outre que le régime actuel, celui de Macky Sall, n'a rien fait pour le moment de concret, bien vrai qu'il est un peu tôt de faire des observations, nous dit Léopold Tamba. Après avoir élaboré et procédé à la mise en exécution du projet de Dara moderne, le régime d'Abdoulaye Wade avait inauguré une ère prometteuse pour l'enseignement coranique. Mais d'après Khalid Diakhaté, secrétaire général de la Ligue des écoles coraniques du Sénégal, section Touba, les promesses n'ont pas tenu le temps d'une fleur. PDS, ci wàllu administration instructuré na. Le PDS, de manière administrative, a restructuré les daras et les a logés sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Il a aussi œuvré pour l'avènement des daras modernes et en a même construit quelques, ce qui est remarquable. Mais il faut dire qu'ils ont tout déconstruit en faisant pire que ça. Argument à l'appui, le religieux évoque certaines décisions préjudiciables au développement de l'enseignement coranique qui avaient été prises en son temps par le premier ministre d'alors, Souleymane Ndéné Ndiaye. Le régime de Wade nous a privés de nos droits. En témoigne la loi précise interdisant la mendicité dans les lieux de culte. Stipulant tout enfant appréhendé en état de mendicité, son maître coranique sera arrêté et déféré à Rebeuss. Pour ce qui concerne Dakar, c'est une farce de mauvais goût. Deuxièmement, les daras modernes ont été politisés. Même dara moderne yoyu ma tuddu dañ ko politiser won mais deug continue ba baxuton parce que joxuñu ko won señ daara yi nga xamné ñoy jàngale deugentam. Appréciation pour appréciation, le secrétaire général de la Ligue des écoles coraniques considère qu'il est encore prématuré de porter en jugement sur l'actuel pouvoir de Macky Sall en ce qui concerne ses orientations sur l'enseignement coranique au Sénégal. Gisaguñu ci le concret donte ñi ngi def ay waxtaan li ñu jëk wax moy xeyna ñun bokk nañ ñi nga xamné dañ nangu état de grâce parce que nous n'avons rien vu de concret, mais nous sommes en négociation. En réalité, nous avons hérité d'un pays en lambeaux. L'héritier du pouvoir a besoin de temps pour réaliser ses projets, mais nous ferons en temps opportun une évaluation. En tout cas, quant à la réalisation, ces maîtres coraniques venus en masse pour assister à des exercices de reproduction écrite du Coran organisés à l'endroit de certains jeunes issus d'un dara moderne privé de Touba soutiennent que dans tous les cas, la mobilisation pour l'atteinte de leur objectif ne faiblira pas. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, combler le déficit entre la demande et l'offre d'électricité en Afrique de l'Ouest, les impératifs de la régulation, c'est le thème du 3e forum régional sur la régulation du secteur de l'électricité qui s'est ouvert ce matin ici à Dakar. C'est un atelier de 2 jours et qui, au terme, permettra d'élargir le marché de l'électricité, mais également de créer un espace d'échange entre les acteurs du secteur et les bailleurs de fonds. Alingou Ndiaye, c'est lui le ministre de l'énergie et des mines. Il s'est confié à Sokhna Rokhaya Faye. L'objectif donc de la CRSE quand on mettait ça en place, c'était d'assurer, l'objectif numéro 1, c'était d'assurer un équilibre économique et financier du secteur de l'électricité. C'est un secteur qui est en crise parce qu'il y a déséquilibre de manière chronique entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre est dû au fait que l'investissement requis dans le domaine de l'énergie, c'est des investissements lourds. Et nous avons aujourd'hui besoin d'ouvrir nos frontières, mais en ouvrant nos frontières, c'est de sécuriser les investisseurs, tout en préservant également les intérêts des consommateurs. C'est ça le rôle de la régulation. Et nous pensons que les pas qui ont été jusqu'ici faits par notre agent de régulation montrent que ça avait vraiment sa place dans le dispositif. Nous pensons qu'en tout cas, à l'issue de ce forum, les investisseurs auront beaucoup plus confiance pour notre destination. Comme vous le savez, nos marchés sont de petits marchés, mais déjà à l'échelle régionale aujourd'hui, avec l'interconnexion, l'Afrique de l'Ouest déjà est un grand marché au niveau donc de l'énergie. Donc ça poussera des investisseurs à venir dans le domaine de la production, venir dans le domaine donc de la distribution et du transport. Et également, il faut qu'on sécurise également donc les consommateurs pour qu'ils puissent également accéder à l'énergie, en accéder suffisamment également à un prix raisonnable.
Alingo Ndiaye, le ministre de l'Énergie et des Mines, chronique du mardi sur les audits portés à une vitesse de croisière, mais surtout de croisade entre anciens et nouveaux dirigeants. Le PDS dénonce sans faiblir les méthodes du régime de Macky Sall, dont la machine ne veut plus faire marche arrière. Tous les traits tirent à la guerre et les religieux sont appelés arbitres. C'était l'objet de la chronique d'Ousmane Sène. Toutes nos excuses, la chronique donc qui n'est pas en place. Ousmane Sène qui signe ainsi son retour de congé. Qualifié pour la Coupe d'Afrique des clubs handball, le saltigué de Rufisque accuse la fédération de complot. Suivons les explications de Najib Sagna. Rien ne va plus entre l'équipe de Saltigué et la fédération de handball. À l'origine, la participation de Saltigué à la Coupe d'Afrique, les poulains de Korafal, qui en sont à la deuxième participation, ont été forfaits lors de la première rencontre. Ils accusent la fédération, pourtant dirigée par un Rufisquois, d'être à l'origine de leur défaite. Écoutons le secrétaire général de Saltigué. Nous, on a fait de notre mieux pour respecter nos engagements et jusqu'à ce jour, alors ce qui a été décidé, c'est de respecter nos engagements. Mais là, c'est la fédération qui n'a pas respecté ses engagements. Comment se fait qu'on joue, qu'on devait jouer le vendredi? On n'a pas joué parce qu'on n'a pas versé le montant de 5 millions. Et le samedi, le dimanche, on joue sans verser. Donc c'est une contradiction. Si on ne devait pas jouer, le vendredi, on ne devait pas jouer le samedi parce qu'on n'avait pas versé. Et les chèques étaient là. Et l'argent devait partir. Mais on avait dit au président de la fédération que les chèques sont là. Et c'était des chèques barrés, on ne pouvait pas les recevoir le week-end. Donc on avait conclu avec lui que le mardi, il allait rentrer dans les fonds. Alors là, donc je crois que nous sommes dans les mesures de respecter nos engagements. Là, c'est le faute. Vous savez, hein, quand on est allé avec ce forfait, bon, l'équipe a été démoralisée. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons plus compter sur eux. Donc on a fait de sorte que l'argent a été collecté et nous allons les envoyer demain, Inch'Allah. En attendant, le comité directeur s'est réuni pour prendre des choses en main et donner une motion de satisfaction au président du club. De l'autre côté, la fédération est prête à se réunir ce soir pour contre-attaquer l'équipe de Saltigué. Najib Sagna, vous l'avez annoncé, la fédération de handball donc qui se réunit cet après-midi pour se prononcer sur ces accusations et certainement ce sera pour apporter bien évidemment un démenti. La page internationale à présent, c'est avec Euronews. Les habitants de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, restent pris entre deux feux. Les rebelles du mouvement du 23 mars ont repris leur offensive et leur artillerie bombarde. L'armée congolaise réplique, mais les victimes sont surtout des civils. De sources hospitalières, il y aurait au moins un mort et une vingtaine de blessés. Le gouvernement congolais montre du doigt le Rwanda voisin. Nous pensons que le premier objectif de cette folie du président Kagame et de son gouvernement, c'est d'empêcher le déploiement de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et nous, parce que ça va l'empêcher de continuer sa guerre. La République démocratique du Congo, tout comme l'ONU d'ailleurs, accuse le Rwanda de soutenir les rebelles. L'ONU, qui va évacuer certains de ses employés ce mardi, maintient en revanche les casques bleus pour tenter de protéger les civils. Sur le plan diplomatique, les initiatives se multiplient pour éviter une aggravation du conflit. Le secrétaire général de l'ONU se trouve actuellement au Caire, en Égypte. Ban Ki-moon s'est dit inquiet de la situation et il s'est efforcé de dissuader Israël de lancer une offensive terrestre. Je suis ici pour appeler personnellement à la fin des violences. Je tiens à apporter ma contribution aux efforts déployés pour obtenir un cessez-le-feu. Par ailleurs, le président américain a envoyé sa secrétaire d'État dans la région. Hillary Clinton sera ainsi dans les prochaines heures entre Jérusalem, Ramallah et le Caire. Autre initiative, celle de la Russie, qui envisage de proposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Mais cette initiative se heurtera au veto des États-Unis. L'ambassadeur russe à l'ONU le sait, même s'il prend la peine de ne pas citer Washington. Certains, dit-il, ne sont pas prêts à se joindre au Conseil de sécurité, prétextant que cela pourrait contrecarrer les efforts actuellement déployés par l'Égypte. Les dirigeants de l'Union européenne se sont également prononcés pour une fin immédiate des hostilités. Ces manifestants à Bruxelles réclament d'ailleurs une prise de position plus franche en faveur des Palestiniens et pour la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Sur ces images, des combattants de l'armée syrienne libre.
Après 4 jours de combat contre l'armée régulière, les rebelles auraient pris le contrôle d'une base militaire située aux portes de Damas. Selon des membres des groupes Ansar al-Islam et des brigades Jun Allah, le site serait celui de Hajar al-Aswad, situé au sud de la capitale syrienne. Au moins une quinzaine de tanks comme celui-ci seraient passés sous le contrôle des rebelles. Le sort des soldats capturés n'est pour l'heure pas connu. De son côté, l'armée régulière a lancé une contre-attaque non loin de la ville de Daraya, au sud de Damas. Cela fait désormais 20 mois que le conflit oppose l'armée régulière aux combattants rebelles. Dans ce contexte, un troisième acteur vient d'entrer en scène. Ces réfugiés fuient des combats entre des combattants rebelles et des milices kurdes présentes dans le nord-est du pays. Très présents en Syrie, les Kurdes pourraient tirer profit de l'affaiblissement du régime pour clamer haut et fort leur droit à obtenir un État indépendant. En Inde, une fête religieuse tourne au drame. Au moins 14 personnes ont perdu la vie après avoir été piétinées lors d'une bousculade. De nombreux blessés sont à déplorer. Parmi les victimes figurent notamment des femmes et des enfants. L'origine de cette cohue vient de l'effondrement d'une passerelle en bambou installée au bord du fleuve où se trouvaient les passants. Bientôt des femmes évêques dans l'église d'Angleterre. C'est la question qui sera posée ce mardi lors d'un synode entre membres de l'église anglicane. Deux courants s'opposent, d'un côté les libéraux, favorables à cette mesure et ouverts à la modernité, et de l'autre les traditionalistes qui sont contre cette mesure. Nous accueillons à présent la rubrique Actu Média. C'est une présentation d'Ahmadou Diallo. Actu Média revient sur Walfadjri. Aujourd'hui, nous nous intéressons au problème des médias publics avec le cas de la RTS et de l'agence de presse sénégalaise. Bonjour et bienvenue. Les médias publics d'information générale